Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Earthbound 30 by 30, consacré aux grands enjeux environnementaux, à la biodiversité, à l'avenir de notre planète. Aujourd'hui, alors que le monde fait face à une accélération des crises climatiques, à l'effondrement de la biodiversité et à des pressions croissantes sur les ressources naturelles, la coopération internationale devient plus essentielle que jamais. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Maude Lelièvre, présidente du Comité français et membre du Conseil international de UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Bienvenue, Maude, et merci d'être Bonjour, avec nous aujourd'hui. j'en D'abord, suis pour ravie. commencer, pouvez-vous nous rappeler le rôle de l'UICN et pourquoi cette organisation est aujourd'hui incontournable dans la protection de la nature? Bien sûr, merci en tout cas, d'inviter aujourd'hui, l'Union internationale de conservation de la nature. L'UICN, de façon simple, c'est un peu, ce qu'on résume comme étant le parlement de la nature. C'est la seule organisation, au monde qui réunit à la fois les États, les agences gouvernementales, les ONG de la société civile et puis aussi les villes, les régions, les peuples autochtones. On a 1 400 membres, c'est-à-dire organisations dans 160 pays et c'est ce qui la rend, unique. C'est une capacité à faire dialoguer, les États, la science, les gens qui sont sur le terrain dans un même espace. Alors son rôle, c'est d'abord d'établir des faits avec par exemple la Red List, la liste rouge des espèces menacées, qui est la référence mondiale incontestée sur comment vont les espèces faune et flore. Et c'est pas un simple observatoire, ça sert à porter des positions, des négociations internationales pour mobiliser tous ces acteurs que j'ai cités avant. Et dans un monde où la biodiversité est souvent traitée comme une variable d'ajustement, quelque chose qu'on voit après, l'UICN est l'instance qui rappelle que c'est en réalité, la condition de notre survie à tous. Le monde parle beaucoup de biodiversité, mais le grand public ne comprend pas toujours ce que cela signifie concrètement. Pourquoi la biodiversité est-elle essentielle à notre survie? C'est une bonne question. Moi, il y a une image que j'aime, beaucoup. La biodiversité, c'est pas le décor de la vie, c'est la vie elle-même et ça rend peut-être les choses, de façon plus concrète. En gros, on a un mot abstrait, mais derrière ce mot abstrait, il y a tous les services que rend la nature chaque jour. Alors ce sont quoi ces services? Bah, c'est l'eau propre et potable, la pollinisation sans laquelle, 75 de l'agriculture n'existerait pas, c'est la régulation du climat par les océans, par les sols, par les forêts, c'est la résistance aux maladies et ça, ce sont des services gratuits que l'économie ne sait pas vraiment encore comptabiliser et que nous, nous détruisons. Aujourd'hui, les scientifiques sont très clairs. On ne peut pas résoudre la question de la crise climatique sans résoudre la crise de la biodiversité. Ce sont les 2 mêmes faces de notre rapport au vivant. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'état de la biodiversité mondiale? Sommes-nous à un moment critique? C'est effectivement pas forcément, de très bonnes nouvelles que nous avons. L'instance scientifique qui s'appelle, l'IPBES pour, la biodiversité, la plateforme scientifique intergouvernementale sur la biodiversité, c'est l'équivalent du GIEC sur le climat, nous dit qu'on a 1 million d'espèces aujourd'hui qui sont menacées d'extinction. Une partie d'entre elles, on ne les connaît pas et ces espèces, ce sont, les populations de vertébrés sauvages, par exemple, qui ont baissé de 70 en 50 ans. Quand on regarde les chiffres, ils sont, dramatiques. Mais ce qui frappe aussi, c'est aussi la mobilisation scientifique. On n'a jamais aussi bien compris, ce qu'était, la nature, les mécanismes d'effondrement et on n'a jamais eu autant, d'outils pour agir. Donc la question, elle est, plus que scientifique, elle est scientifique, politique et économique, pour se donner les moyens de changer de trajectoire. Maintenant, l'objectif international 30 by 30 qui vise à protéger 30% des terres et des océans d'ici 2030 représente-t-il un véritable tournant? C'est une bonne question, c'est le cadre Kunming-Montréal qui du nom de la COP avait adopté, fin 2022, cet objectif et c'est une vraie avancée. Parce que pour la première fois, la communauté internationale, elle est vraiment engagée à l'unanimité à protéger 30 des terres et des océans. Je veux pas laisser une impression trop optimiste parce que
Dans le même temps, il faut beaucoup de temps pour obtenir des accords internationaux. La conférence des parties, la COP qui avait lieu après, 2 ans après, en 2024 à Cali, avait, permis d'évaluer simplement d'avoir simplement 41 pays qui étaient engagés sur les 196 au monde à mettre en place des plans nationaux. Mais il y en avait déjà 41, c'était une première étape et l'objectif, c'est que à la prochaine COP, puisque ce sont les lieux où les États discutent, en Arménie, nous puissions avoir un programme, pays par pays, espèce par espèce, qui permette de tenir ces engagements d'ici 2030. Maintenant, si on veut parler du climat, conflits et pression environnementale, les crises environnementales sont aujourd'hui aggravées par les conflits, les guerres et les instabilités régionales. Quel impact cela a-t-il sur les écosystèmes et les populations? C'est effectivement un sujet important pour l'UICN qui se contente pas d'observer, elle l'a formellement reconnu. On a un congrès mondial tous les 4 ans et lors du dernier congrès en 2025, on a adopté une résolution, spécifique sur les conflits armés et la biodiversité pour reconnaître les dommages environnementaux causés par les guerres et appeler à la protection des écosystèmes. Parce que évidemment, après une guerre, un conflit armé, elle va détruire, les populations, la structure sociale, les bâtiments, mais elle détruit aussi de façon directe les écosystèmes, avec la déforestation, la pollution en métaux lourds ou en armes, la destruction des infrastructures de gestion de l'eau et elle détruit aussi les institutions qui les protègent. On voit bien que dans les conflits importants, les ONG ne peuvent plus être là sur le terrain, les scientifiques ne peuvent plus faire de relevés. Ce sont par exemple les gardes forestiers qui protègent les parcs naturels qui sont plus là. Donc, il faut se dire que pour pouvoir après retrouver un état de paix, il faut aussi protéger l'environnement et on ne peut pas penser la paix sans l'environnement. Dans plusieurs régions du monde, notamment au Moyen-Orient, les ressources naturelles deviennent extrêmement vulnérables. Comment protéger la nature dans les zones de crise? Je pense qu'il faut travailler alors c'est impossible évidemment au moment où le combat fait rage, mais ce qu'il faut faire, c'est travailler sur la résilience. Former les populations locales, former, les communautés locales si elles existent dans certains pays, à la gestion des ressources, à documenter l'état des écosystèmes avant et pendant les conflits pour f accélérer la reconstruction, notamment, en raison des pollutions et puis il faut intégrer les clauses environnementales dans les accords de paix. On a besoin d'avoir une mémoire, d'une continuité institutionnelle et d'une mémoire collective parce que quand la paix revient, il faut pouvoir reconstruire sur des bases solides en sachant ce qui a été détruit. C'est pas évident, mais tant qu'on n'aura pas intégré l'environnement, dans, les crimes contre l'humanité et les accords de paix, on n'arrivera pas à lutter efficacement. Si on veut parler un peu du changement climatique, le changement climatique est désormais une réalité visible partout. Quels sont, selon vous, les risques les plus urgents dans les prochaines années? On a d'abord, le réchauffement climatique, il a un visage de ce qu'on peut risque de perdre à l'UICN. C'est par exemple le dragon de Komodo qui est le plus grand lézard vivant, qui existe qu'en Indonésie. Aujourd'hui, il est, classé en voie, d'extinction, en danger d'extinction, en raison de la montée des eaux et de la perte de son habitat, alors même qu'il est protégé et on a une multiplicité d'espèces aujourd'hui, des coraux, dans les Maldives, des centaines d'espèces d'amphibiens, le saumon en Atlantique, qui sont autant d'alertes que le vivant nous renvoie. Moi, je vois 3 niveaux d'urgence pour répondre à votre question. D'abord, les points de bascule climatique. Ce sont les seuils au-delà duquel, certains écosystèmes s'emballent de façon irréversible. C'est la fonte du permafrost, la déstabilisation de la forêt amazonienne dont on a beaucoup parlé à la dernière, COP climat, l'acidification des océans. Là, on s'en rapproche. Ensuite, il y a les migrations climatiques massives. Évidemment des personnes qui vont devoir, quitter leur territoire. C'est un choc humain, un choc géopolitique, mais c'est aussi une question d'espèces qui vont devoir migrer, se déplacer, s'adapter et puis ensuite, dont on y pense moins, mais on a quand même la question de l'eau douce. C'est la ressource la plus menacée, la moins visible dans les grands discours, dans les grands débats publics et pourtant on en dépend. On en dépend pour l'alimentation, la stabilité des sociétés, la santé et cette bonne condition, c'est ce qu'on réunit dans le sujet One Health, une seule santé à l'UICN. Donc ça fait 3 niveaux d'urgence, dont certains ne sont pas suffisamment pris en compte aujourd'hui. Peut-on encore inverser certaines tendances ou sommes-nous déjà dans une phase irréversible?
Alors non, on reste optimiste parce que la nature a une capacité de résilience extraordinaire, mais il faut qu'on lui en donne les moyens. Il y a des écosystèmes qu'on croyait perdus qui se sont, régénérés. On a des espèces au bord de l'extinction, qui ont été, sauvées. Mais il faut quand même qu'on soit clair sur le fait que les marges de manœuvre se rétrécissent. Donc chaque année d'inaction, chaque mauvaise décision, chaque financement néfaste à la biodiversité nous rapproche de seuils que la science juge irréversibles. Donc il ne faut pas désespérer, mais c'est une raison pour agir maintenant avec, l'urgence que nécessite, la situation. Maintenant, si on veut parler des solutions, quelles sont aujourd'hui les solutions les plus prometteuses? On en a identifié un certain nombre, peut-être d'abord les solutions fondées sur la nature, le fait de s'appuyer sur la nature, sur cette résilience dont je parlais, restaurer les forêts, les mangroves, les zones humides, parce que ce sont des lieux qui sont à la fois puits de carbone, réservoirs pour la biodiversité et puis ce sont des boucliers contre les catastrophes naturelles. Quand on a des mangroves, on n'a pas, des plages qui s'é des littoraux qui s'érodent. Donc c'est assez efficace, c'est relativement rapide et c'est souvent moins coûteux que les solutions, technologiques. C'est la même chose en ville, pour adapter les villes au climat, il vaut mieux planter des arbres que mettre des climatiseurs partout. Et puis, vraiment, il faut travailler au plan mondial dans 2 axes primordial. La première, c'est la réforme des subventions néfastes. On continue à financer des activités qui détruisent la nature, l'agriculture intensive, la combustion fossile, la surpêche. Donc il faut se dire qu'une partie de cet argent doit aller vers, la protection. Et puis, le deuxième axe important, c'est le renforcement des droits des peuples autochtones. Les territoires sont gérés dans plein d'endroits dans le monde par des communautés autochtones et ce sont ces territoires souvent les mieux protégés, donc c'est pas un hasard. Donc il faut, peut-être réapprendre, ce rapport au vivant et protéger là où c'est encore possible. Quel rôle les collectivités locales, les ONG et les communautés peuvent-elles jouer dans la conservation de la nature? Le rôle, que jouent, les ONG au Liban, qui est un rôle, assez essentiel, vous avez la chance d'avoir des très bonnes ONG qui font, cette approche top down où les experts, viennent décider ce qu'il faut protéger et comment protéger et essaient d'influencer, sur les pouvoirs publics. On a, on a aussi besoin des collectivités locales. Moi je suis élue, de la ville de Paris et je vois bien à quel point les politiques dans les villes, espaces verts, gestion des eaux, végétalisation urbaine, permettent de contribuer à une trajectoire, cohérente, d'autant plus que, la majeure partie de la population en 2050 vivra dans les villes. Donc ça sera des vrais lieux, de préservation et puis de contrôle aussi, sur la nature. Mais vraiment, enfin à l'UICN, notre essence, c'est quand même avant tout les ONG, parce elles font le lien entre le terrain et les instances internationales, elles documentent, elles alertent, elles innovent. Il faut qu'on s'appuie plus, sur les ONG dans chacun des pays. Vous avez souvent insisté sur l'importance de l'éducation et de la sensibilisation. Comment créer une véritable culture écologique dans nos sociétés? L'éducation, c'est un vrai, levier parce qu'un enfant comprend, le cycle de l'eau, il observe la vie dans un jardin, dans une mare. On voit bien nous, en France, que notre population qui est de moins en moins dans le milieu rural et de plus en plus dans les villes, perd un peu ce lien à la nature et c'est pas juste, la sentimentalité de regarder des abeilles ou des arbres, c'est la vraie connaissance du vivant. Mais la culture écologique, c'est vraiment pas juste, l'affaire de l'école, c'est aussi la façon dont on parle de la nature dans les médias, comme vous le faites, les mots qu'on utilise, les valeurs qu'on met en avant pour les gouvernements. Il faut qu'on sorte du registre de la culpabilité pour, se dire qu'on va travailler autour de quelque chose de désirable, quelque chose qui montre qu'on a envie de vivre différemment et qu'en vivant différemment, on va vivre mieux. C'est vraiment ce message qu'il faut faire passer. L'écologie, c'est et la protection de la nature, c'est pas forcément triste, c'est un meilleur avenir qu'on se dessine, collectivement. Maintenant, quel message adressez-vous aux jeunes qui souhaitent s'engager pour l'environnement, mais qui se sentent parfois découragés face à l'ampleur des crises? Alors moi, je suis maman d'une adolescente, alors je vois bien cette idée de découragement, c'est une réaction assez normale, parce qu'évidemment, les mauvaises nouvelles, elles sont tous les jours dans les médias. Je pense qu'il faut, regarder ce qui se passe réellement. On a une génération entière de jeunes scientifiques, d'activistes, de jeunes entrepreneurs qui inventent des solutions. L'intelligence artificielle, ce sera pas forcément quelque chose de négatif. Nous, on voit ça comme une chance à l'UICN pour, suivre,
avoir une meilleure cartographie des écosystèmes, anticiper, faire des jumeaux numériques, pouvoir détecter les trafics. Donc le monde change. Hem, on a des outils qui de plus en plus importants dans les mains, même pour le séquençage génétique et moi ce que j'ai envie de dire c'est, ne cherchez pas à changer tout seul. Il faut trouver le levier. Chacun peut trouver un levier qui correspond à ses compétences, à son territoire, son pays, à sa passion et puis rejoindre un collectif parce que, c'est ensemble qu'on peut changer les systèmes ça permet de lutter contre, l'isolement, la solitude militante, on a un vrai pouvoir, de transformation, collective. La Méditerranée est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique. Comment renforcer la coopération environnementale entre les pays méditerranéens? C'est un des points chauds, de la biodiversité les plus menacés dans le monde et en même temps, c'est le berceau de la civilisation qu'on partage, qui est le plus riche en savoir sur les relations entre l'homme et la nature. Ce qui manque, c'est pas la conscience du problème. Je pense que tous les pays méditerranéens l'ont bien en tête. On sait à combien, et ça concerne aussi la France, combien on est vulnérable. Ce qui manque aujourd'hui, c'est un cadre de financement et de gouvernance qui soit partagé. On a la convention de Barcelone, le plan d'action, pour la Méditerranée, mais ils ont du mal à trouver des ressources nécessaires. Donc il faut vraiment que, l'Europe, les fonds, les bailleurs internationaux puissent, contribuer de façon collective à cette préservation du bassin méditerranéen. Le Liban possède une biodiversité exceptionnelle malgré les difficultés. Quels sont, selon vous, les principaux défis et opportunités pour le pays? Oh, c'est vrai que vous avez, la chance d'avoir un pays d'une richesse, biologique exceptionnelle pour sa taille, diversité de la flore, zones humides, écosystème montagnard unique. Moi, ce que je retiens, pour les échanges, notamment avec les acteurs de l'UICN et les ONG de l'UICN, c'est la résilience remarquable des acteurs locaux, le travail dans les universités, qui sont d'une grande qualité, d'un grand professionnalisme. Le Liban est un des pays de la région où la société civile environnementale est la plus structurée, formée, engagée et ces organisations, contribuent malgré tout, malgré les crises politiques et économiques que je sais que vous traversez, à, travailler, et à, occuper une place importante dans la stratégie régionale, celle de mon organisation, l'UICN, mais au-delà. Et je pense que le rôle aujourd'hui, c'est, de connecter ces réseaux régionaux, internationaux, faire en sorte que, la reconstruction intègre dès le départ une vision écologique ambitieuse et surtout qu'on puisse, et je crois beaucoup à ça, à travers la francophonie notamment, faire voyager les scientifiques, les acteurs de terrain, parce que rien ne vaut, l'expérience partagée, et on aura besoin, de s'inspirer de l'expérience du Liban. Comment l'UICN et ses partenaires peuvent-ils accompagner davantage les initiatives locales et les acteurs environnementaux dans la région? Par cette, connexion aux réseaux scientifiques, aux décideurs internationaux et puis, ça c'est un des de ce que sait bien faire l'UICN, connecter, documenter aussi, documenter les bonnes pratiques pour qu'elles puissent être répliquées, on compare des écosystèmes, on compare des solutions même lorsqu'elles ne sont pas exactement dans les mêmes endroits du monde. Et puis, légitimer. Ça fait partie de notre rôle politique, légitimer les actions locales en les faisant porter dans les instances, du multilatéralisme. C'est, une dimension importante pour chacun, pour le renforcement des capacités qui est essentiel dans cette région, de formation de professionnels de la conservation, de développement, d'outils adaptés aux crises et puis c'est un travail, qui est aussi, essentiel à mon avis pour, montrer, sur l'exemplarité que vous pouvez avoir au Liban en matière de conservation, parce que ça fait partie aussi, du soft power et de la façon dont on peut travailler, ensemble, notamment dans le réseau francophone. Avant de conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens du monde concernant l'avenir de notre planète? Ouh, difficile question. Heu, alors moi je peut-être, la nature elle résiste, elle est résiliente, elle résiste. Je pense que nous aussi on doit résister. On doit résister d'abord au défaitisme en se disant: «Allez c'est fichu, les espèces disparaissent, on peut rien faire». Je pense qu'il faut dans ces périodes difficiles, il faut résister à la fragmentation. Heu, la fragmentation, la fermeture des frontières nous fait oublier que tous nos destins, notamment, par rapport à la nature, sont liés entre les pays, les générations, les espèces. Il y a pas de solution magique. Il y a des millions de personnes partout dans le monde, qui peuvent aujourd'hui faire des choix différents, construire des alternatives,
refuser, l'effondrement, de la biodiversité. C'est une responsabilité collective et je pense qu'on peut dire qu'on a un privilège extraordinaire, c'est d'être vivant à un moment donné où on va prendre les décisions qui comptent, donc prenons-les ensemble. Maintenant, pour conclure, que pensez-vous de la communication environnementale et des activités menées par le président de l'association RADI et coordinateur du réseau des membres de l'UICN Liban, M. Faliran? J'ai beaucoup de chance de le connaître. C'est un homme, extraordinaire, d'abord, c'est un homme extrêmement, cultivé et quand moi j'ai des questions à poser sur le Liban, je sais qu'il va être une ressource, de qualité. Voilà, donc en tout cas, je souhaite longue continuation à ses travaux et à ceux, de son équipe, et j'aurai toujours plaisir à l'accueillir à Paris ou à le revoir dans les conférences internationales pour, qu'il puisse me donner, sa vision, du monde du point de vue du Liban qui est toujours, extrêmement intéressante pour comprendre les enjeux méditerranéens. Merci, Madame Maud, pour cet échange enrichissant. Merci à vous. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de Earthbound 30 by 30. À bientôt.